Salut les apprentis sorciers! Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans la ville de Noël. On approche de la fin d'une nouvelle année, les cours sont terminés et il fait très froid dehors. C'est donc le moment de nous blottir sous la couette avec une bonne boisson chaude en regardant un programme de Noël. Laissons pour le moment les comédies romantiques et les fantômes temporels. Cette année, on va casser des noix. On commence avec la publication de Casse-Noisette et le roi des souris, comptez pas sur moi pour prononcer le titre allemand, un conte écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann en 1816. Il le reprendra dans son recueil Les frères de Saint-Sérapion en 1819 et l'histoire fut traduite en plusieurs langues, dont le français, une première fois par Émile de la Bédolière en 1838 et une autre par Alexandre Lecomte de Monte-Cristo Dumas en 1844. Je vais essayer de résumer l'histoire telle qu'elle a été originellement écrite, mais n'hésitez pas à me corriger si j'ai manqué des détails. Un soir de Noël, Fritz et Marie Stahlbaum reçoivent de nombreux cadeaux de leur parrain Drosselmeyer, un inventeur horloger capable de fabriquer de petits automates. Marie a particulièrement un gros coup de cœur pour un casse-noisette, au point de le bidouiller avec un de ses rubans quand Fritz lui casse accidentellement la mâchoire. Alors que la maisonnée dort, Marie est réveillée par une bataille entre ses poupées défendues par le casse-noisette et des souris dirigées par leur roi à 7 têtes. Ça doit pas être évident de gérer les migraines. Mais alors que les jouets sont sur le point de perdre, Marie sauve la situation grâce à l'arme préférée des grands-mères latinas, sa pantoufle. Tout ça pour se couper sur le verre brisé de son armoire et s'évanouir. Elle se réveille le lendemain, soignée et pas crue par ses parents quand elle tente de leur raconter ce qu'elle a vu. Quelques jours plus tard, Drosselmeyer vient réparer le casse-noisette et raconte à sa filleule les mésaventures de la princesse Pirlipat et de Madame Sourisette, la reine des souris. Oui, on part sur un récit méta. Tirez vos blagues sur Inception, La Vache qui rit, Doki Doki Literature Club, Matrix, Existence ou l'Histoire sans fin ici, pas nécessairement dans cet ordre. Grossièrement résumé, Madame Sourisette et ses enfants ont mangé le dîner du roi, celui-ci a ordonné à Drosselmeyer de créer des pièges à souris. Madame Sourisette a alors jeté une malédiction sur la princesse Pirlipat, ce qui l'a transformée en casse-noisette. Pour la libérer, un homme qui n'a jamais porté de bottes et ne s'est jamais rasé depuis sa naissance devait lui ouvrir une noix spéciale, la lui faire manger, puis s'éloigner d'elle de 7 pas sans trébucher. Tout ça en gardant ses yeux fermés. C'est plutôt mid-list en termes de résolution de malédiction chelou. La tâche fut confiée au neveu de Drosselmeyer, à qui on a promis la main de Pirlipat s'il arrivait à la sauver. Sauf que le gamin a trébuché sur Madame Sourisette à son 7e pas et reçu la malédiction de plein fouet, devenant un casse-noisette à son tour. Pirlipat, redevenue humaine, refusa d'aider son sauveur et alla même jusqu'à le bannir du royaume. Ok, il est moche, mais c'est pas une raison. De retour dans notre histoire principale, Marie apprend que Madame Sourisette est la mère du roi à 7 têtes qu'elle a chassé à coups de chaussons la veille. Ce dernier étant plutôt rancunier, il menace de briser le casse-noisette en 1000 morceaux si Marie ne lui cède pas ses poupées et des sucreries. Et comme tout bon usurier qui se respecte, ses intérêts grimpent chaque jour un peu plus. Le casse-noisette demande une épée pour tuer le roi des souris et Fritz lui donne celle d'un de ses hussards en plomb. La nuit suivante, le casse-noisette revient victorieux et fait visiter le pays des jouets à Marie. Mais là encore, ses parents refusent de la croire le lendemain. Marie jure qu'elle aimera toujours son casse-noisette, qu'importe son apparence. Elle veut juste une preuve qu'il est réellement vivant. Cette belle déclaration brise la malédiction et rend son humanité au neveu de Drosselmeyer. Marie et lui se marient au pays des jouets l'année suivante et sont couronnés roi et reine. TEBQFB, tout est bien qui finit bien. Ok, je retire tout ce que j'ai jamais pensé sur la version originale de la Reine des Neiges. On comprend maintenant pourquoi la majorité des adaptations préfèrent abréger. D'ailleurs, la traduction de Dumas fut la plus connue pendant assez longtemps, au point d'être utilisé par Tchaïkovski pour composer son ballet en 1892. Ce même ballet popularisera l'histoire et étendra l'univers du conte, ajoutant d'autres royaumes à celui des jouets, une mentor bienveillante avec la fée dragée, et en conservant le casse-noisette comme neveu de Drosselmeyer. Avec une promotion, c'est un prince maintenant. Certains morceaux sont d'ailleurs entrés dans la liste des classiques incontournables comme la danse russe, la valse des fleurs,
encore la danse du prince et de la fée dragée. D'ailleurs, Tchaïkovski a fini par haïr ce morceau. Le ballet est lui-même considéré comme un classique du genre avec le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant et Le Sacre du printemps. Et vu que les musiques sont désormais dans le domaine public, elles sont le plus souvent utilisées dans les adaptations audiovisuelles, qui ne sont pas très nombreuses d'ailleurs. Je compte pas les morceaux utilisés dans Fantasia, même s'ils sont magnifiquement animés, mais je peux citer un film soviétique de 1973, par le même studio que La Reine des Neiges de 59 et La Fleur écarlate, un film d'horreur japonais sorti en 1979. Nutcracker Fantasy est catégorisé comme un film musical d'animation et de fantasy. Tu la sors, la catégorie horreur. Évidemment que c'est un film d'horreur, il utilise des marionnettes. Ouais d'accord, ça s'arrange pas ta pédiophobie. Je peux également citer le film d'animation de 1990, qui est très mignon, le film Barbie de 2001, premier d'une très longue série, et le film Disney de 2018 qui tente de se la jouer Narnia du pauvre avec des touches de Lac des Cygnes parce que c'est le même compositeur. Est-ce qu'on parle du film hongrois de 2010 qui tente de mélanger le ballet, le conte, les chansons mal écrites, de la 3D horrifique et l'imagerie nazie? Bien sûr que non, c'est quoi cette dissonance? Tout ça pour dire que, abrégé ou non, Casse-Noisette est une des histoires typiques de la saison avec Un chant de Noël et La Reine des Neiges. C'est donc avec elle que nous conclurons la première partie de la saison 3 de Redesign et l'année 2024. À nos marques, prêts, dessinons. Marie, qui est souvent renommée Clara pour une raison qui m'échappe, est l'héroïne principale du récit. Rêveuse et très, voire trop sensible, elle a une imagination débordante qui lui permet d'apercevoir le monde du casse-noisette. Bien qu'elle ait des moments où elle brille comme quand elle chasse le roi des souris, elle est une protagoniste assez passive dans le conte. Elle ne se laisse pas porter par le hasard, mais reste dans son monde réel de la réalité véritable en attendant que Drosselmeyer lui fasse de l'exposition et que Casse-Noisette élimine le roi des souris. Son parcours dans le livre est plus psychologique, puisqu'elle vit un passage à l'âge adulte assez classique. C'est en effet sa bienveillance et sa compassion qui ont vraiment sauvé Casse-Noisette, plus qu'une quelconque action violente. Ou même si c'est agaçant de voir que c'est toujours les personnages féminins qui ont ce genre de parcours, rappeler l'importance de ces sentiments est essentiel à toute époque. Du coup, la plupart des adaptations en font une protagoniste plus active, en la faisant voyager dans le monde féerique avec Casse-Noisette et en la laissant participer à l'action à son échelle. Même si c'est toujours Casse-Noisette qui se charge du roi des souris, Clara/Marie a souvent un rôle décisif dans la résolution du conflit. Et dépendant sur quel sujet on veut concentrer la narration, on peut soit garder le thème du passage à l'âge adulte, soit laisser la féerie du monde imaginaire prendre de l'importance. Les deux partis pris peuvent avoir du bon et ne sont pas nécessairement incompatibles tant qu'on sait ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. C'est pas vraiment mon cas, mais je peux m'adapter. Comme le personnage est souvent représenté en chemise de nuit, j'ai décidé de lui en donner une assez monochrome. Elle n'est pas aussi fantaisiste que ses chaussettes en pilou-pilou, mais elle est tout de même solide. Son absence de poche et le froid de l'hiver a malgré tout encouragé ma petite Clara à garder une veste. En dehors de ça, je pense la laisser partir à l'aventure comme ça. Elle trouvera d'autres vêtements en chemin, c'est juste qu'ils sont pas illustrés ici. Ces deux éléments de design les plus importants seront cette petite boîte à musique, partiellement piquée à Anastasia, qu'elle peut actionner avec sa barrette, piquée à Paimon de Genshin Impact. Ces deux accessoires lui permettront de se protéger et de protéger ses amis durant leur quête de la fée dragée. En effet, j'avais dans l'idée de rester sur une version simplifiée de l'histoire, avec une Clara qui suit le casse-noisette dans le monde imaginaire jusqu'à vaincre le roi des souris et rendre son apparence au jeune Drosselmeyer. Et je pense lui faire subir un passage à l'âge adulte dans le sens où elle apprendra à prendre les opinions des autres en compte et à se montrer plus compatissante envers eux. Dans le conte, le casse-noisette est le neveu de Drosselmeyer, transformé après avoir échoué à briser la malédiction d'une princesse ingrate. Son oncle le traballe donc avec lui en espérant que l'amour d'une enfant pourra le libérer, ce qui arrive grâce à Marie. Outre le fait qu'il est un protagoniste actif dans un rôle de soldat courageux, il est aussi un paradoxe ambulant. Il ne ressent plus les besoins de son corps humain, mais semble limité dans ses mouvements par le fait qu'un ou une enfant croit en son existence. Peu comme les jouets dans Toy Story qui vivent pour être aimés des enfants.
Et même s'il est plus résistant sous cette forme qu'en humain, il peut toujours se briser ou être abîmé par les éléments. Dans la majorité des adaptations, Casse-Noisette est le prince du pays des jouets qui a été transformé par le roi des souris et ou Madame Sourisette pour lui voler son trône. Comme pour Clara/Marie, son parcours psychologique jusqu'à sa retransformation peut être le centre de l'attention, ou bien être délaissé au profit de la féerie du monde imaginaire. Sauf si on se la joue Casse-Noisette et les 4 royaumes, qui relègue le personnage au rang de sidekick pour faire de Clara une pseudo-femme forte et indépendante. Pas de transformation, de malédiction, de lien avec Drosselmeyer, il n'est même pas prince puisque c'est Clara qui obtient ce titre. Après ce que j'ai compris, il est bien un Casse-Noisette amené à la vie par la mère de Clara quand elle a créé les 4 royaumes. C'est juste que tous les jouets amenés pour habiter ce monde obtiennent une apparence humaine quand ils prennent vie. Ça reste paresseux, et elles auraient pu le maquiller davantage pour au moins le faire ressembler à un Casse-Noisette mal cosplayé. En résumé, le personnage se veut comme l'archétype du chevalier loyal bon qui protège la veuve et l'orphelin mais a une fêlure secrète que seule l'héroïne au cœur pur peut aider à cicatriser. Si possible, il faut éviter ce genre de comportement comme un taureau enragé, autant dans nos fictions que dans le monde réel de la réalité véritable. Ça ne s'est pas vraiment vu avec Clara, mais j'aurais envie de faire un Casse-Noisette dans une esthétique clockpunk. Le clockpunk est une sous-catégorie du steampunk qui se base sur les engrenages et les systèmes mécaniques complexes. Souvent inspiré des mécanismes d'horlogerie des 17e-18e siècles ou des croquis de Léonard de Vinci, ce style met l'ingénierie humaine en avant plus que le fonctionnement des machines elles-mêmes. Donc j'en ai fait un automate en cuivre tout en conservant l'image qu'on se fait d'un Casse-Noisette traditionnel. Mais je lui ajoute un noyau qui laisse apparaître ses rouages internes. C'est le genre de détail qui laisse imaginer la fragilité d'un personnage. Pour sa forme humaine, je lui ai donné un look qui se veut gentleman aventurier. Je sais que la découpe fait plus 19e que 18e, mais ça me semblait le plus harmonieux. J'avais en tête de lui faire prendre une des positions de base du ballet, mais le rendu me paraissait trop étrange, alors j'y ai renoncé. Dans mon adaptation de l'histoire, Théo Drosselmeyer serait le neveu de Drosselmeyer, l'horloger royal qui a trouvé un moyen de voyager entre les mondes. Hélas, les souris ont pris le pouvoir sur le royaume en volant les noms véritables de la plupart des citoyens, ce qui a changé leur nature, leurs souvenirs et leur identité. Si personne ne trouve la fée dragée d'ici la prochaine lune bleue, il sera impossible de rendre leur nom véritable aux citoyens. La boîte à musique de Clara l'étrangère est peut-être la clé de la libération du royaume. Dans le conte, le roi des souris est le méchant de l'histoire, qui se faufile dans les murs de la maison pour s'emparer de la nourriture. Dépeint comme un monstre à plusieurs têtes, il est l'incarnation des peurs infantiles qui parasitent le cœur de Marie au travers de ses poupées. Il est aussi l'incarnation de l'avidité puisque c'est la gloutonnerie des siens qui a lancé le récit au départ et qu'il profite de la compassion de Marie pour lui faire un chantage au sucre. C'est sa mère, Madame Sourisette, qui est à l'origine de la transformation du Casse-Noisette, qui aura finalement raison de lui avec l'arme offerte par Fritz. Son rôle ne change pas vraiment dans les adaptations, il reste le principal antagoniste avec ou sans sa mère. Il est toujours à l'origine de la malédiction du prince et d'une guerre entre les jouets et les souris. Comme d'habitude, son caractère s'adapte au ton du film et il peut être un antagoniste crédible selon comment on traite son personnage. Sauf dans celle de 2018 où il est au service de la mère Gingembre, la pseudo-antagoniste jusqu'à la révélation de la fée dragée. Parce que Disney n'a retenu que les mauvaises leçons de la Reine des Neiges. Avec ou sans ses 7 têtes, le roi des souris reste un antagoniste avec une présence suffisamment pesante pour être crédible dans la plupart de ses incarnations. On va voir quel poids le mien pourra en obtenir. Pour la silhouette de mon roi souris, que je baptise Tiberius IV par mon autorité de scénariste, je suis pas allée chercher bien loin et j'ai repris celle du grand génie du mal, Oratigan, le rat le plus scélérat. Qu'est-ce que j'ai entendu? Comment m'as-tu nommé? Quand ça va, au bout d'un moment, faut savoir assumer qui tu es. Mais j'ai décidé d'en faire un rat albinos pour rajouter une touche d'étrangeté inquiétante, sans vouloir manquer de respect à toute spectatrice souffrant d'albinisme. Pour ses habits, j'ai repris un costume du ballet qui me plaisait, mais dont j'ai du mal à retracer l'origine. Et bien évidemment, des engrenages sur son écharpe et dans sa couronne pour rappeler l'esthétique choisie. Dans mon scénario imaginaire,
La précédente reine des souris avait tenté d'amener son royaume à vivre en paix avec celui des jouets et avait donc confié l'éducation de son fils Tiberius à la fée Dragée, qui vit recluse. Le petit rat y apprit le pouvoir des noms et s'en servit pour s'emparer du royaume en changeant les habitants en objets sans souvenir. Seule la fée peut annuler les effets, mais si jamais elle ne le fait pas avant la prochaine lune bleue, alors le sort deviendra permanent et Tiberius sera le maître absolu du royaume pour toujours. Oui, parce que dans certaines croyances, connaître le nom d'une entité ou d'une chose te donne un contrôle absolu sur elle. C'est même réutilisé dans pas mal d'histoires encore aujourd'hui. Creuser pour un potentiel futur dit les termes. Comme on l'a dit un peu plus tôt, Casse-Noisette est considéré comme un classique des fêtes de fin d'année, avec la Reine des Neiges et un chant de Noël. Et comme dans ces deux exemples, l'histoire de base est plus complexe que ce que ces adaptations laissent à penser. Mais contrairement à ces deux exemples, les adaptations ont fini par élargir l'univers du livre qui n'était présenté que très succinctement. On ne le rappellera jamais assez, toute adaptation est une trahison à différents degrés. Mais ça ne veut pas dire que toutes les adaptations retirent des choses à l'histoire originale. Au contraire, certaines peuvent lui apporter quelque chose en plus. Le ballet, par exemple, sacrifie le parcours psychologique des personnages à la féerie des costumes et de la danse. Et il est devenu tellement iconique que presque toutes les versions audiovisuelles reprennent plus le ballet que le conte, ne serait-ce que pour les musiques libres de droit. Il faut malgré tout reconnaître que tous les apports ne sont pas nécessairement bienvenus, surtout si on les marie maladroitement à des thématiques dissonantes. Avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur Konchalovsky, sérieux, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Et au final, ce sont ces adaptations qui auront permis à Casse-Noisette de survivre à l'épreuve du temps. Souvent de manière déroutante, mais pas nécessairement dénuée de sincérité, même cachée par des velléités mercantiles. Bien plus que La Belle et la Bête l'année dernière, c'est véritablement une histoire d'apparence trompeuse qui dévoile des trésors d'humanité, pour peu qu'on arrive à regarder au-delà de ce que l'on voit. Et qu'on sache manier la chancla. Au final, que ce soit en livre, en ballet, en Narnia du pauvre ou avec Barbie, Casse-Noisette reste une belle aventure qui nous rappelle que la bienveillance et l'imagination sont des forces aussi essentielles que le courage pour accomplir des miracles. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je prends le mois de janvier pour me reposer et je vous retrouve le 1er février à l'atelier pour continuer les vidéos. En attendant la reprise, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Dit les termes. Tipeee, Ozzy et moi, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et que 2025 vous apporte plein de bonnes choses. À la prochaine tout le monde. Ces gâteaux sont peut-être un peu gras. Bien qu'on ne soit pas des goy, on va faire la fête tous les trois. Et dans la joie, manger chinois. Car ça c'est Noël. Hey! Noël en famille, ça me plaît. J'ai dit à mon père qu'on sortait. Il est dehors. Faisons le mort. Car ce soir c'est Noël.